Bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Entrepreneurs Odyssey. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le rôle de l'entrepreneur évolue au fil du temps et de la croissance de son entreprise. De la gestion opérationnelle aux responsabilités stratégiques, chaque étape est une nouvelle aventure qui demande à l'entrepreneur de se renouveler constamment. Selon Peter Drucker, célèbre théoricien du management dans son livre The Practice of Management, un entrepreneur doit constamment réévaluer son rôle pour rester pertinent, car la clé de la réussite réside dans la capacité à s'adapter et à se réinventer pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise. Pour approfondir ce sujet, nous avons deux invités, Philippe Durdzinski, associé chez NextGen, une société de gestion de fortune, et Mehdi Moussouli, fondateur de Pulse Digital qui offre des services de nearshoring. Si vous deviez comparer votre parcours d'entrepreneur à un sport, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? Qu'est-ce que je vais choisir ? Je vais choisir le paddle. Pourquoi ? Parce que, premièrement, c'est un sport d'équipe. Pour moi, une des clés de la réussite de mon entreprise, c'est mes collaborateurs. Ensuite, c'est l'entraide, puisqu'on joue à 2 contre 2, donc, comme vous le savez sûrement. Et donc là, il faut toujours être à l'écoute de son partenaire ou de ses collaborateurs. Faut réussir à les motiver, il faut réussir à passer au point d'après. Après aussi, par rapport à la manière de jouer, faut être fin, des fois il faut frapper un peu plus fort, donc c'est beaucoup de nuances. Et après, il y a un gros momentum aussi, quand on fait plus ou moins tous les sports de raquette, mais le paddle également, parce que quand on enchaîne 4-5 points où on gagne, après on se sent plus ou moins invincible. Et c'est la même chose quand on est entrepreneur, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis. Et après quand on commence à perdre des points, on doute, on se remet en question, c'est plus compliqué. Et donc là aussi, il faut faut avoir un bon mental. Alors moi, si on parle vraiment du parcours de l'entrepreneur, je choisirais le slalom à ski. Parce que je pense que la vie d'un entrepreneur, c'est descendre une sorte de descente, de passer le plus proche possible des poteaux sans se les prendre. Et donc de finir la course avec la trajectoire parfaite. Si c'était pour une entreprise au sens large, je préfère le football américain parce que c'est un sport d'équipe où tout le monde est important et tout le monde a son rôle à jouer. Et puis c'est des typologies de personnes qui sont différentes, qui doivent collaborer pour un but commun, où on avance yard par yard pour atteindre le touchdown. Alors moi je m'appelle Mehdi, j'ai 35 ans, une fille, bientôt une deuxième qui arrive, et j'ai monté Pulse Digital avec un associé il y a bientôt 12 ans. On a commencé en étant une agence de développement web et mobile ou applicatif, et avec la particularité d'avoir un centre de développement au Maroc. Les années ont passé, on a développé pour le compte de clients, et petit à petit, certains confrères m'ont demandé s'ils pouvaient louer les personnes que j'avais au Maroc. Et là, ça nous a entraîné vers un pivot qui est plutôt orienté vers l'extension d'équipe. Et aujourd'hui, on n'est plus une agence, on sert des agences et des entreprises pour les aider à étendre leurs équipes dans nos infrastructures à Marrakech. On est 85. 85. Oui. Quel est le split Suisse-Maroc ? On est 5 en Suisse et à peu près 80 au Maroc. Tu as commencé ton parcours entrepreneurial relativement jeune, tu avais 23 ans. Oui. Si mes calculs sont justes. C'était déjà ma deuxième société. Ok. Et avant, tu étais dans ? J'étais aussi dans le développement web et applicatif, mais cette fois-là avec le Bangladesh. Donc j'ai testé plusieurs façons de faire du offshore ou du nearshore avant de trouver la bonne méthode, et la première expérience n'a pas été concluante, en tout cas pour moi. Et toi, Philippe ? Philippe, 43 ans, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Et j'ai fait un peu d'audit, j'ai travaillé dans le luxe, j'ai travaillé dans différentes banques privées avant de rejoindre une société indépendante que j'ai rachetée. Et ensuite, j'ai fusionné avec mes 2 associés actuels au 1er janvier 2021 pour créer NextGen. Donc on est donc accrédité par la FINMA, on a 14 collaborateurs, on gère plus ou moins 600 millions de francs suisses, on travaille avec 14 banques dépositaires. Et donc après, par rapport à la typologie de nos clients, on va dire que 70% de nos clients sont résidents suisses. C'est plutôt des personnes privées. On va dire que l'âge c'est entre 20 et 97 ans, je crois. Donc c'est très varié, c'est ça que j'adore aussi dans mon métier. Donc les deux, quand vous avez commencé, j'imagine que vous avez commencé à un certain niveau, puis que l'entreprise évidemment a évolué au cours des années. Est-ce que vous avez vu une différence de vos tâches ou de votre rôle dans l'entreprise au début par rapport à maintenant ? Alors la réponse est oui. Le quotidien a clairement changé. Moi je suis de formation de développeur, donc quand j'ai démarré
Je sortais de l'école de Sainte-Croix avec un diplôme de technicien ES en web. Donc j'étais pile dans mon métier. Et forcément, j'ai commencé comme, on va dire, directeur technique / lead développeur, où je développais les solutions qu'on faisait pour les clients. J'ai très vite compris que j'étais plus doué pour écrire ou pour parler avec des mots plutôt qu'avec du code. Donc je me suis naturellement dirigé vers la gestion de projet, l'architecture, enfin le conseil, en comprenant comment ça fonctionnait, étant donné que j'étais développeur. Et le premier changement de rôle fondamental, ça a été l'arrêt du code, on va dire, et de rentrer dans le rôle de vendeur. Ensuite, forcément, il y a eu beaucoup d'étapes avec la croissance, avec les différences de projets. Je pense que d'être un entrepreneur, c'est d'accepter d'aller là où il faut pour faire grandir sa société jusqu'au moment où on est capable de se retirer de l'opérationnel de sa société. Et pour moi, un des signes, en tout cas un de mes objectifs, c'est d'avoir une société qui arrive à continuellement grandir sans moi aux opérations. Ça, c'est mon objectif qui est toujours pas atteint et pour lequel je me bats encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu un mythe d'une entreprise qui marche tout seul pour un entrepreneur ? Je pense pas que ce soit un mythe, parce que toutes les grosses boîtes qui sont gérées par une gouvernance et qui ont des tailles critiques qui sont très grandes aujourd'hui ont, je pense, toujours commencé petites. Et ensuite, il y a un virage à prendre, un virage compliqué, mais je ne sais pas si c'est un mythe ou quelque chose de rare. Quelque chose de rare, certainement, mais qui est atteignable si on décide de mettre son focus dessus. On parle de mythes. Michael Gerber, justement, dans son livre The E-Myth Revisited, il parle de 3 grandes étapes de rôle de l'entrepreneur, qui est celui de l'opérationnel d'abord, le technicien, on va dire. Ensuite, celui du manager, qui tout d'un coup commence à déléguer un peu le rôle opérationnel pour prendre un rôle de manager. Puis finalement, après, il délègue même le rôle de manager pour finalement devenir plus qu'un stratège, un visionnaire qui crée l'avenir. Toi, Philippe, de ces 3 étapes, tu en es où plus ou moins ? Vous êtes donc 14. Donc j'imagine que vous avez un petit peu de hiérarchie, mais pas non plus d'énormes couches de hiérarchie, parce qu'à 14, ça ne sert à pas grand-chose. Si tu arrives à splitter ton temps entre opérationnel, manager ou visionnaire, tu mettrais quel split plus ou moins ? J'ai souvent entendu parler de ce split, et j'ai lu il y a quelques semaines que normalement le split idéal, c'était un tiers pour un entrepreneur. Donc c'est un petit peu ça que j'avais en tête. Je pense qu'aujourd'hui, mon but, c'est de réduire le plus possible le côté opérationnel, parce que voilà, en effet, il y a d'autres priorités. On est aussi plus, en effet, ce que disait Mehdi tout à l'heure, sur le côté vente. Et puis vraiment, après, je pense qu'on doit vraiment se focaliser sur le côté stratégique. Management, donc oui, on est 14. Aujourd'hui, je gère, on va dire, 2 équipes. Et puis après, forcément, vu la taille de la société, j'ai des contacts avec chaque collaborateur, c'est quelque chose que j'aime en plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une des spécificités de mon métier, c'est que mes clients, c'est que j'ai mes propres clients. Et en fait, donc à chaque fois qu'ils ont une question, à chaque fois que voilà, ils veulent faire une revue de leur portefeuille, de leur performance, ils aiment quand même me parler. Ils aiment me parler. Et donc ça, pour moi, c'est compliqué de sortir à 100% du côté opérationnel. Mais disons qu'il y a certaines tâches qu'en effet, je peux déléguer soit à mes assistantes, soit à mon équipe investissement, soit à mon équipe compliance ou autre. Donc je pense que j'ai dû faire cette transition, parce qu'avant, je passais beaucoup plus de temps sur le côté opérationnel. Donc je pense que l'opérationnel, c'était au moins 60% avant. Un petit peu de management et un petit peu de stratégie, mais vraiment la stratégie, c'était un peu la dernière roue du carrosse. Et aujourd'hui, je pense que j'arrive à respecter ce un tiers. Et vraiment, je passe beaucoup de temps à trouver des nouveaux collaborateurs, des nouveaux gérants, des nouveaux associés, potentiellement de nouveaux projets, de rapprochement avec d'autres sociétés. Et en plus, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus ou moins, mon split, il est plus ou moins d'un tiers. On a 2 entreprises assez différentes de par leur secteur, c'est clair. Donc Philippe, en finance, c'est évident qu'il y a une question de confiance qui est attribuée plus à la personne que tu es qu'à l'entreprise. Potentiellement, si un jour tu crées une autre entreprise, certains clients vont te suivre, toi, plus que ton nom. Toi, Mehdi, tu es finalement dans du nearshoring, c'est-à-dire tu engages des gens pour le compte de tes clients. Oui. Donc, en fait, tu vends de l'opérationnel, là, quelque part. Donc,
la confiance est plus auprès du nom et du process. Toi, potentiellement, tu pars, tes clients ils vont rester chez Pulse Digital parce que le process marchera et parce que la personne qui loue, je ne sais pas comment vous appelez ça, qu'ils ont engagé au Maroc, c'est avec elle que la confiance est établie plus qu'avec l'encadrement, j'imagine. Je pense que c'est un mix des deux. C'est un mix des deux, Oui, ok. parce que la première étape, c'est de rencontrer, pour une société, une PME d'ici, de rencontrer une autre société à qui elle fait confiance, avec qui elle va se sentir à l'aise. Parce que commencer à déléguer des tâches à l'externe, ça demande un très haut niveau de confiance. Nous, on est très transparent aussi dans notre approche. Donc forcément, notre objectif, c'est de faire en sorte que le client se sente bien. Et ensuite, il y a toute une phase avant de trouver le talent qui va rejoindre son équipe, de sélection, de compréhension des besoins, où là, c'est notre expertise. Donc, cette expertise-là, elle a aussi de la valeur avant même que le talent entre en scène. Et ensuite, notre promesse, c'est de faire en sorte que le talent soit bien encadré. Et ça passe par un process de suivi client fait en Suisse avec des account managers. Donc, je pense que c'est un vrai mix, parce qu'ils savent que s'il y a un problème avec le talent, notre rôle, c'est de trouver un remplaçant. Et forcément, une fois que c'est en place et que ça tourne, il commence à y avoir des belles histoires de confiance entre l'entreprise qui est ici, cliente, et leur talent. Ils se rencontrent, ils partent en vacances. Enfin, il y a vraiment des histoires assez belles qui se sont passées ces années. Avec les changements de rôle, évidemment, viennent aussi des nouvelles tâches, mais aussi des nouvelles responsabilités. On parlait tu as commencé codeur, par exemple, dans le dev pur, et puis maintenant, tu es finalement manager d'équipe et entrepreneur, évidemment, dans la partie vision et stratégique de ta boîte. Comment tu as appris ce leadership ? Je pense qu'il y a un élément qui a été déclencheur chez nous, c'est une méthode qui s'appelle iOS. Nous, on est 2 associés fondateurs. On avait des rôles qui étaient... On est co-CEO, déjà. On a des dicastères au sein de la société, enfin des départements qu'on gère plus l'un que l'autre. Mais dans iOS, il y a une notion qui nous a frappé et qui a changé les dynamiques de la société, c'est la notion de visionnaire et d'intégrateur. Le visionnaire est orienté vers l'extérieur, on va dire, et vers la vision de la boîte. Et l'intégrateur est orienté vers l'interne, c'est le patron des employés. Donc, quand on a accepté et qu'on a découvert cette méthodologie et qu'on l'a embrassée, qu'on est allé dedans, c'est là où les dynamiques d'aujourd'hui sont arrivées, entre mon associé et moi. Un orienté vers l'extérieur, c'est plutôt moi, et un orienté vers l'intérieur, c'est plutôt lui. Toi, Philippe, dans ton entreprise de finance, donc vous êtes 14, ton rôle aurait pu au fond rester opérationnel parce qu'il y a quand même beaucoup de boîtes de gestion de fortune où finalement c'est plusieurs gérants qui se mettent ensemble, peut-être qu'ils partagent un secrétariat ou disons le back-office, mais ils restent en front en tant que gérant. Toi, tu as choisi un rôle un peu différent et surtout si tu sors de l'opérationnel maintenant, ça veut dire que tu arrives à déléguer pas mal de tâches qui t'incombent, que ce soit tes tâches ou sur la relation client, j'imagine aussi. À quel moment as-tu réalisé que ton rôle devait ou avait fondamentalement changé ? En fait, j'ai pas eu le choix, mais c'était un choix. C'est-à-dire que je consacre une grande partie de mon temps à IO, qui est donc Entrepreneurs Organization, qui est une association d'entrepreneurs. Donc IO, c'est l'association d'entrepreneurs qui a créé ce podcast, notamment, fondée en 1987, une communauté mondiale de plus de 18 000 membres dédiée à l'épanouissement des entrepreneurs, qui offre un espace sécurisé où les membres peuvent partager leurs défis assez personnels, parce que tout IO est fait pour qu'on puisse exprimer une vulnérabilité que beaucoup d'entrepreneurs se plaignent de ne pas pouvoir avoir, et qui permettent à chaque entrepreneur de grandir non seulement en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant qu'individu. Et tu es donc le président elect, si on peut dire comme ça, de IO, le chapitre suisse romande. Donc l'association est internationale et organisée en chapitres régionaux ou par pays, ça dépend un peu de la taille critique, j'imagine, selon les pays. Ok. Et c'est donc ton implication dans IO qui t'a fait revoir ton rôle dans ton entreprise. Exactement, parce que en effet, parce que chaque mois on se réunit, on a un petit groupe, on se réunit, il y a certains process qu'on suit chaque mois. En plus de ça, un forum chez IO. Exactement, les forums. Ensuite, je suis au board, tout comme Mehdi. Donc là aussi, ça nous prend un petit peu de temps. Comme tu l'as dit, je suis le futur président, donc ça c'est quelque chose qui se prépare aussi. Et en plus de ça, je suis également coach pour des
des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas encore membres IO, mais qui sont dans le programme accélérateur. Et donc là aussi, c'est des réunions mensuelles de plus ou moins 5 heures, où il y a quand même un petit travail de préparation. Et en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément plu, ce rôle de coach, mentor, dans le but d'aider les gens. C'est un petit peu mon leitmotiv, c'est ça qui me fait un peu avancer au quotidien. Et donc, j'ai eu cette opportunité-là. Je ne sais pas dire non en plus. Donc, quand on m'a proposé ça, évidemment, j'ai répondu oui avec grand plaisir. Sachant déjà que j'étais totalement dans le rouge. Parce que 2021, 20, même 19, 20, 21, c'était apprendre à connaître mes futurs associés, être sûr que c'était la bonne décision. Créer une nouvelle marque, créer un nouveau site, etc., informer tous les clients, être sûr qu'ils allaient nous suivre. Et puis ensuite, tout le début, où voilà, ça représente quand même beaucoup de travail en plus de tout le reste. Et donc j'avais déjà tout ça, mais c'est vrai qu'après, j'ai besoin de respirer aussi, j'ai besoin de voir autre chose. Moi, j'aime avoir le plus de tâches possible. J'aime toujours apprendre. Et c'est vrai que d'être au contact d'entrepreneurs, je trouve que ça a vraiment une énorme valeur ajoutée. En tout cas, pour moi, c'est très puissant. Qui sont dans d'autres domaines d'activité, qui pensent différemment que ma manière de penser, qui est peut-être un peu trop carrée par moment. Et c'est génial. Je trouve vraiment que ça, c'est une expérience. Pour rien au monde, je changerais ça. Et donc, dans ton parcours d'entrepreneur, au bout d'un moment, tu as choisi de sortir de ton entreprise aussi en partie, en tout cas dans ton temps que tu impliquais, oui, pour agrandir un petit univers personnel à travers IO et ce que tu peux y apprendre. Oui. Qui dit nouvelle tâche, tu as une famille et tout, tu as comme beaucoup de gens sur cette terre seulement 24 heures dans la journée. Donc tu as dû, j'imagine, déléguer des choses. Est-ce que ça a toujours été facile de déléguer ? Alors au début, pas du tout. Parce qu'en plus, je suis un peu un control freak, donc je vais être sûr que tout soit parfaitement fait. Donc j'avais peur, j'avais pas envie. Je pensais comme un bêta que c'était mieux fait par moi-même. Et puis après, vu que justement j'avais pris cet engagement, et quand je prends un engagement, je vais jamais revenir en arrière, j'avais pas le choix. Donc j'ai été voir mes différents collaborateurs qui sont tout à fait compétents. Voilà, j'ai une haute estime d'eux. Mmh. Et puis voilà, je leur ai expliqué, on a regardé un peu comment on allait splitter les différentes tâches. Et en fait, c'était vraiment, ça a créé un cercle vertueux. C'était vraiment du win-win. Eux étaient contents que moi que je leur fasse confiance, voir des nouvelles tâches. Et puis aujourd'hui, justement, je me dis, mais je suis vraiment bête, j'aurais dû le faire avant, parce que ça se passe très bien. Alors oui, il y a derrière potentiellement quelques petites retouches, mais c'est rien, c'est clairement que du détail. Et eux sont heureux. Moi ça a pu me libérer du temps pour faire autre chose, et donc je pense que je suis plus épanoui aussi. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc vraiment, je suis très content. En tout cas, bravo pour ça. En préparant un peu cette émission, je me suis pas mal documenté sur le sujet. Et c'est vrai que beaucoup d'auteurs disent qu'un des principaux problèmes des entrepreneurs, c'est qu'ils pensent qu'ils sont les meilleurs à faire ce qu'ils font. Et que c'est un des gros fails de beaucoup d'entreprises où l'entrepreneur finalement reste aux commandes un peu par peur de déléguer, parfois aussi par peur de prendre des nouvelles tâches qu'il connaît moins, ou un nouveau rôle qu'il connaît moins. On pense tous au principe de Peter qui s'applique dans les grandes entreprises avec quand on monte en hiérarchie, eh bien on atteint son seuil d'incompétence. Je pense que l'entrepreneur le vit aussi un petit peu différemment. On pourrait parler du principe de Peter dans les différents rôles que l'on prend. On peut être bon technicien, pas forcément bon manager. Est-ce qu'on sera bon manager ou pas ? Si on est bon manager, est-ce qu'on sera bon stratège ? Est-ce qu'on sera bon visionnaire pour la suite ou pas ? C'est aussi des choses qui font peur. Est-ce que toi, Mehdi, tu as eu peur de ça à des moments ? Il y a le syndrome de Peter et il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Donc ouais. Les deux, je trouve qu'on navigue un petit peu entre les deux en tant qu'entrepreneur. En tout cas, c'est mon cas. Ça a été mon cas et j'essaie que ça soit de moins en moins mon cas. Je me bats contre ça. Mais forcément, la peur de l'inconnu est de trouver... un entrepreneur, il a une liste des tâches et si lui ne la fait pas, il y a un moment, parfois, où il n'y a personne qui va pouvoir le faire. Donc on est obligé de sauter à pieds joints dans l'inconnu. Et je pense que c'est un exercice sur lequel on devient de mieux en mieux avec le temps. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Il n'y a plus trop de choses que je me dis que j'y arriverai pas. Et ce que tu disais avant par rapport au fail, moi je pense qu'un entrepreneur,
ça doit être quelqu'un, selon moi, qui est capable de s'entourer de gens meilleurs que lui. Et une fois qu'on arrive à faire ce pas-là et qu'on accepte qu'on doit être le plus bête dans la salle sur certains sujets, bah, je pense que là, on évolue bien. Ça, Donc, de ce que tu dis, tu pourrais presque imaginer dans une vie parallèle que tu serais resté codeur et que tu aurais engagé par exemple un manager et quelqu'un pour la stratégie de ta propre boîte? Non, alors ça non par contre. Si j'avais pas fait le pas de voir ce qu'était le management, j'aurais pas pu identifier un manager que je considère meilleur que moi, parce qu'il fallait que je fasse les erreurs pour ensuite trouver le bon manager et ensuite passer à une prochaine étape. Et pour ce qui est de la vision, je pense que c'est réservé aux fondateurs, aux cofondateurs. En tout cas, jusqu'à une certaine taille. Quand on arrive à des boîtes cotées ou des boîtes très grandes, il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans, mais on est encore dans une autre ligue, j'ai envie de dire, et c'est pas la mienne pour l'instant, je la maîtrise pas. C'est quelque chose que tu aimerais? On verra où la vie nous mène, mais... L'avenir le dira. Ouais, exactement. Et toi, Philippe? Est-ce que je voudrais que ma boîte soit jour. cotée? Ouais. Non, pas du tout. Surtout pas cotée. Hein. Ça, c'est le pire, je pense. J'ai travaillé dans différentes sociétés cotées et je voyais un petit peu les obligations derrière. Mon but, c'est de croître modestement, mais pas croître à tout prix, ça c'est clair. Ce qui prime chez moi, voilà, c'est les valeurs, c'est vraiment que tous les jours, en tout cas en ce moment, je suis heureux de me lever, je suis heureux d'aller au travail, je suis heureux de travailler, de passer du temps avec tous mes collaborateurs, que je trouve ils sont tous compétents, je trouve que voilà, il y a une très très bonne ambiance. Donc l'idée, voilà, c'est d'agrandir la famille, mais qu'on reste quand même, qu'on garde cet esprit familial, mais pas plus que ça, disons. Voilà. Et potentiellement après peut-être créer d'autres familles. Ce serait plutôt comme ça que moi je verrais les choses. Peut-être faire autre chose que uniquement de la gestion de fortune ou de la gestion ou de l'asset management. Mais il y a tout plein d'autres choses que j'aurais envie de faire. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je souhaite me développer ensuite. Ok. Il y a quelque chose que tu as dit avant, j'aimerais bien revenir dessus, sur le fait que quand tu as pris la décision de déléguer certaines de tes tâches, tu as dû gérer le changement dans l'entreprise, donc tes collaborateurs. Comment tu as communiqué ce changement-là? Est-ce que tu as clairement annoncé, genre, je réduis ma présence chez NextGen pour m'occuper d'un travail associatif dans ce cas-là ou autre chose derrière? Est-ce que ça s'est fait aussi clairement que ça ou pas? Est-ce qu'il y a eu une date précise où ça a changé ou est-ce que c'était plutôt sur le temps? Comment ça s'est fait? Et ma question derrière aussi est comment tu as pu empowerer, si on peut dire en français, tes collaborateurs? Alors pour l'empowerment, ça c'est quelque chose que je recherche tout le temps. C'est-à-dire que un de mes objectifs, c'est de donner de la confiance à mes collaborateurs. Vraiment, voilà, qu'ils aient tous, tout le temps, des objectifs qui soient assez élevés, qu'ils aient confiance en eux, pas qu'on soit trop suisse. Donc, par rapport à ta première question, non, je leur ai pas dit que j'allais passer moins de temps, que j'allais... Voilà, évidemment, ils sont tous au courant que je fais partie d'IO, mes différents rôles, parce que forcément, j'ai beaucoup aussi j'en tire beaucoup, donc je partage avec eux derrière. Et donc, je pense qu'un de mes objectifs aussi avec chacun de mes collaborateurs, c'est qu'eux puissent grandir. Donc, on essaye aussi de faire des plans, on va dire à 2, 3, 4, 5 ans, pour justement qu'eux prennent de nouvelles tâches. Vraiment, quoi, un de mes objectifs, c'est qu'ils soient tous un peu multicasquettes. Et donc, en fait, c'était assez cohérent, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà présenté avant. Ils savent ma manière de penser par rapport à ça. Et donc, je leur ai dit, maintenant, je souhaiterais que tu fasses ça de cette manière-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais toujours, de toute façon, ouvrir. On va toujours en discuter. Je pense qu'ils sont directs et sincères avec moi. Et moi, j'en fais de même. Donc voilà, c'était pas forcément une surprise. Après, c'était plus moi, peut-être, qui me mettais les pieds contre le mur. Mais donc, voilà, ils étaient contents. On en a bien discuté, on a pu améliorer certains process aussi, donc eux, ils voyaient aussi la plus-value qu'ils avaient pu amener à la société. Et se sentaient valorisés à travers finalement exactement. Ils n'ont pas vu ta distance comme un abandon, mais plus comme une valorisation de leur travail
avec de nouvelles tâches qui leur Exact. étaient offertes. Parce que je suis toujours là pour eux. S'ils ont la moindre question, le moindre doute, ils savent qu'ils peuvent venir me demander et on peut en discuter ensemble. Et donc non, ils sont contents, exactement. Ils sont valorisés, ouais. Ok. Ils sentent que je leur fais confiance. L'un comme l'autre, vous avez évolué du coup à travers ces rôles. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de l'opérationnel? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant, où vous n'avez plus le temps de les faire maintenant parce que votre rôle a changé, ce qui va de soi avec la croissance de votre entreprise, mais ça vous pèse parce que c'est quelque chose qui vous procurait de la joie dans votre travail? Oui. Dans le sens où, en fait, par moment, malgré tout, même si aujourd'hui, je pense que ce que je préfère, c'est la partie stratégique. Je voudrais bien passer plus de mon temps là-dessus. Mais ensuite, c'est vrai que le côté opérationnel, de faire une tâche de A à Z, de la terminer, de se dire ça, c'est fait, et de mettre une petite tic à côté, ça fait du bien. Tu as l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose. C'est vrai que nous, je pense, dans notre quotidien, ma to-do, je sais pas, je dois avoir 50 tâches à faire. Et je sais qu'elle va normalement croître durant la journée ou durant la semaine. Et qu'en fait, j'y pense même plus. J'ai pas... C'est vrai que tout au début, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je le vivais très mal. Qu'en fait, le soir, quand je rentrais à la maison, j'avais pas tout terminé. Ou que ma liste s'était agrandie. C'était très compliqué pour moi. J'aime tout faire, bien faire, etc. Et là, en fait, je suis en total recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que, au moins, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose. Et ça fait du bien par moment ou d'avoir qu'une seule tâche à faire à la fois. Là, je pense qu'on a toujours... Ça, c'est un sacré luxe. Je sais pas combien de tâches ou de mini-parties de notre cerveau qui pensent à un autre sujet en même temps. Et donc, et même personnellement, le soir, les week-ends, pendant la nuit, quand je me réveille, je vais tout le temps... Dès le moment où je me réveille, les différents ordinateurs vont se mettre à fonctionner. Et c'est vrai que ça, c'est éreintant, mais en même temps, c'est passionnant, c'est génial. Ouais. Je pense que dans l'opérationnel, c'est aussi quelque chose où on a une récompense beaucoup plus rapide. Tu fais ta tâche, tu peux la checker sur ta to-do, entre guillemets, mais aussi, tu sais qu'elle est faite, tu passes à autre chose. Alors que plus tu montes et plus ça devient stratégique, plus... En fait, tu n'auras jamais vraiment la réponse si c'est la bonne décision ou pas, ou tu l'auras peut-être un jour, mais disons, tu l'as beaucoup plus tardivement. Et du coup, tu dois aussi apprendre à trouver ta récompense autre part. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, compliqué aussi pour certains entrepreneurs, d'arriver à comprendre que ce qu'ils faisaient avant, tu vois, je sais pas, alors je suis pas dans le web ou autre, mais j'imagine que quand tu fais un site et tu le livres, voilà, ta tâche elle est finie, ton site il est fait, c'est livré, c'est vendu, c'est bon. Alors que quand tu sors de l'opérationnel, tu arrives dans un point de vue stratégique où tu te dis peut-être c'est comme ça qu'on doit faire. Tu disais que vous avez un peu changé le business model aussi pour trouver, vous êtes passé d'agence finalement à vendre des talents. Donc vous avez complètement changé de marché en fait. Oui. Et donc, est-ce que des fois tu te dis qu'est-ce que ça aurait fait si on était resté une agence? Non, alors oui, je me pose la question. Maintenant, je suis convaincu de notre changement de business model. Je pense que on a vu ce que c'était d'être une agence et on a vu pourquoi on avait envie de changer de modèle. Il y a des gens qui sont des agences, qui sont super sur le marché. Ils ont ces compétences-là stratégiques. Avant, tu disais qu'on était plutôt une boîte opérationnelle. C'est exactement comme ça qu'on se définit. C'est notre limite. Si un client a des besoins opérationnels, on est là avec plaisir. Si c'est des besoins stratégiques, on le redirige vers notre réseau de contacts où il y a des agences et des boîtes beaucoup plus stratégiques. Donc, moi, je suis content parce que ça m'a mis énormément de temps de comprendre ça. Et ce déclic, il m'a fait un bien fou. Parce que je pense que trouver sa niche, c'est vraiment un pas de géant dans la vie entrepreneuriale. Donc, nous, on l'a trouvé. On était d'accord, on était alignés. Non, il n'y a pas de regret. Il y a des choses que j'aimais faire avant, que je ne fais plus. En tout cas, pas dans ma vie professionnelle. Mais typiquement, dans IO, je suis marketing chair, communication chair. Donc, je fais de la com plus opérationnelle dans le cadre de IO. Et ça me va. Ou pendant les vacances, je me remets au développement pour faire un petit truc. Et ça me fait remettre les mains dedans. Parce que c'est ma passion de base. Mais non des regrets ou des choses qui me manquent vraiment. Si un jour ça vient,
je ferai en sorte de les faire. Même dans ma société, si vraiment ça me crée un malaise, on a la chance de pouvoir changer les règles. Donc je changerai les règles pour enlever ce malaise. Jim Collins, dans son livre Good to Great, met en avant que les grands entrepreneurs se concentrent sur la vision à long terme, ça on en a parlé, mais aussi en se détachant des tâches opérationnelles, ils deviennent les gardiens de la culture d'entreprise et du cap à suivre. On a eu un peu plus de recul. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour ce genre de choses. Comment vous anticipez les changements de votre rôle à l'avenir ? La culture d'entreprise est un vaste sujet qu'on nous balance un petit peu à toutes les sauces, de toutes sortes un petit peu aujourd'hui. J'ai eu la chance de suivre un cours hyper intéressant dans le cadre de IO à Boston avec un expert de la culture d'entreprise. Moi, je ne vais pas dire que j'étais sceptique, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de bullshit là autour. Alors que là, j'ai vu quelqu'un qui faisait de la vraie culture d'entreprise. Et c'est peut-être le cours avec lequel j'allais avec le plus de scepticisme. Et c'est celui qui m'a donné le plus de clés. Donc, en ces 6 derniers mois, j'ai énormément changé d'avis. Je pense qu'une culture d'entreprise est clé, plus ou moins selon les domaines. Mais c'est un vaste sujet, je pense qu'il peut donner un rendez-vous uniquement sur la culture d'entreprise. Je pense que c'est un très bon sujet pour un prochain épisode de ce podcast. Toi, Philippe, comment tu vois ça, ton rôle comme gardien de culture d'entreprise chez NextGen ? C'est très important, je pense. Je pense que les trois, mes associés et moi, je pense qu'on doit toujours montrer l'exemple. On doit toujours, justement, au quotidien, vraiment démontrer que notre vision, notre mission, notre raison d'être, toutes ces choses-là qui sont un peu théoriques, qu'on les vit vraiment. Et que chaque semaine, chaque mois, on fait certaines actions qui vont dans ce sens-là. Donc nous, forcément, on a tout le côté durable, responsable. Après, on parle toujours de nos 3C, qu'on va vraiment prendre soin de nos 3C. Donc les 3C, ça va être nos clients, nos collaborateurs et la communauté. Pour le côté durable, responsable, on a fait différentes certifications, on est B Corp. C'était un process long, mais qui était très intéressant. Et en dehors du bullshit, en effet, qui est très présent un peu partout, je trouve que ça donne une certaine cohérence par rapport à nos dires. Ensuite, on a créé aussi une fondation, la fondation NextGen, où on verse une partie de nos revenus. Là aussi, justement, derrière, pour reverser cet argent à certaines causes qui nous tiennent à cœur. On fait du sponsoring d'équipes ou de sports qui sont un peu méconnus. Pas du tout dans le but de se mettre en avant, mais vraiment dans le but d'aider ces équipes-là. On va aider certains sportifs en individuel aussi, ou des camps de foot, ou des choses comme ça. Et après, nous aussi, on tente de donner un peu de notre temps. Donc là aussi, on montre, entre guillemets, l'exemple. Mais après, les gens sont très contents de participer. On avait fait le tour du comptant, puis en gros, on avait des sponsors. Donc pour chaque kilomètre fait, ensuite, on allait les reverser à une association. On fait souvent les samedis du partage dans le canton de Genève. Voilà, on se met à l'entrée des supermarchés et puis les gens doivent remplir un cabas avec des denrées non périssables. Et ça, c'est quelque chose, en fait, on voit réellement que nos collaborateurs, ils adorent faire ça. Et ça crée vraiment des liens entre nous. Et donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment de nouveau du win-win. C'est toujours ça qu'on recherche en plus. Donc, pour moi, la culture d'entreprise, elle est clé aussi par rapport à notre communication. Où là aussi, je pense que pour attirer les bons talents, parce que là aussi, c'est un autre élément très, très important, essayer d'avoir que des A et des B players, plus ou moins, de bien communiquer là-dessus, ça attire aussi, pour nous, en tout cas, aujourd'hui, les bons talents. Est-ce que tu dirais que la philanthropie pourrait être un espèce de 4e rôle de l'entrepreneur, après l'opérationnel, le manager, puis la stratégie ? Est-ce que l'espèce de retour à la communauté pourrait être un 4e rôle que tu te verrais, ou que tu te vois déjà embrasser dans ta carrière ? Clairement, ouais. Tout à fait. Et toi ? Ouais, aussi. Ouais. Moi, je pense vraiment qu'on a une chance inouïe, qu'on on a tout, quoi. On a tout par rapport à d'autres, voilà. Donc oui, et en fait, même en Suisse, même à Genève, il y a des gens, qui on le voyait pendant le Covid, qui n'ont pas forcément suffisamment pour manger tous les jours. Donc oui, rendre un peu à la société, donner de son temps, donner un peu d'argent pour aider les gens. Je pense que c'est la base. Est-ce qu'il y a des changements de rôle à l'avenir de ton côté ? Oui, on peut dire qu'à l'avenir,
De mon côté, ça sera surtout de m'éloigner de la partie sales. Le grand défi cette année, on a engagé un Chief Commercial Officer, CCO, et il doit prendre la main sur l'activité principale que je faisais. J'ai déjà vu des impacts sur mon quotidien ces 3 derniers mois. J'ai même eu des moments où je me disais, mais quel est mon prochain challenge? Donc, je me suis fait des listes, on en a discuté en comité stratégique, et mon rôle va évoluer une fois de plus, et je m'en réjouis. Tu touches quelque chose que je trouve extrêmement important et j'aimerais bien revenir dessus peut-être aussi avec Philippe, qui en parle finalement d'opérationnel, mais dans l'opérationnel, il y a tout ce qui est back-office, administratif, etc., où finalement qui que ce soit qui le fasse, c'est pas très important. Par contre, en effet, tout ce qui est job de sales, tout ce qui est job un peu de front, surtout client, c'est quelque chose qui est assez difficile à déléguer ou qui est plus difficile à déléguer que d'autres. Comment vous gérez ça? Alors moi, perso, je le délègue. On peut pas le déléguer, comme tu l'expliquais avant. Voilà, nos clients, ils nous font confiance. Donc, c'est quand on se vend nous-mêmes. Donc, il n'y a pas, en effet, quelqu'un qui va pouvoir faire des cold calls, appeler tous les gens plus ou moins fortunés du canton de Genève pour leur vendre un next-gen. Ça marche pas du tout comme ça. Donc après, là aussi, c'est quelque chose, si je souhaite développer ma clientèle, c'est quelque chose où je dois passer beaucoup de temps, parce que c'est entre 6 et 18 mois pour acquérir un nouveau client. Donc c'est beaucoup de travail pour cette partie-là. Et donc là, aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui n'était pas forcément ma priorité ces dernières années, parce que j'avais justement tout ce côté opérationnel, le lancement de la nouvelle marque, de la nouvelle société. Mais aujourd'hui aussi, je passe de plus en plus de temps sur cette partie-là. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi. C'est pas forcément facile de vendre. Moi, j'ai vraiment envie d'amener une vraie plus-value à chacun de mes clients. Et donc, de nouveau, j'apprends tous les jours. C'est quelque chose que je trouve top. Donc, moi, par rapport potentiellement à un switch au niveau de mon rôle, bah, peut-être encore... Pour moi, la vente, c'est un petit peu en dehors du côté opérationnel. Donc, ça, de nouveau, après, c'est donc moins de fichiers Excel, on va dire. Et plus, il faut que je sois plus à l'extérieur pour justement faire cette vente-là. Et tu m'as dit, tu nous parlais justement de sortir plus de la vente et tu as engagé quelqu'un pour reprendre ce rôle. Et c'est quelque chose de facile. Est-ce que tes clients actuels acceptent ce changement où tu leur dis finalement, vous appellerez plus Mehdi, qui est le patron qui connaissait, mais vous appellerez, je ne sais pas comment il s'appelle, mais la nouvelle personne. C'est facile à gérer? Alors non, c'est pas facile à gérer. Ça demande... Il y a des clients avec qui je pense que c'est pas le moment, donc je les garde. Il y a des nouveaux clients qui vont directement chez cette nouvelle personne. Après, en faisant cette démarche, je me suis rendu compte que dans la vente, il y a encore 2 parties. Il y a la conversion d'un prospect et il y a tout le discours d'évangélisation pour faire comprendre ce qu'on fait. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire comprendre aux gens ce qu'on fait. Par contre, de transformer cette interrogation ou cette demande en client, je pense que ça peut être délégué plus facilement. Donc c'est cette démarche-là qu'on a faite. Et après, j'ai pas envie non plus de rien faire quant à ma société, donc ça me va pour l'instant. On arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais juste encore vous demander une question qui sera la même pour chacun. Quel conseil donneriez-vous à des entrepreneurs qui auraient de la peine à changer de rôle? Alors moi, je pense qu'en faisant les choses, on a l'impression d'avoir une certaine importance. Et en fait, en déléguant ces tâches-là, en fait, on va se dire, mais en fait, on est qui? On n'est plus personne. Donc ça rejoint un peu ton syndrome de l'imposteur. Et donc, est-ce que je suis vraiment encore légitime comme chef d'entreprise vu que je fais plus rien? Et en fait, c'est là où, de nouveau, tu parlais de ce fameux split entre opérationnel, management et stratégique. Et en fait, moi, je vois qu'on a beaucoup plus de valeur, justement en passant plus de temps sur le côté stratégique, développement de la société. Et parce qu'en effet, c'est pas qu'il y a plus de monde qui peut faire le côté opérationnel, mais disons qu'avec ma vision de croissance, moi je sais exactement ce que je veux, il n'y a personne d'autre qui pourra le dupliquer ou presque. Donc disons que je vois surtout que mes collaborateurs sont épanouis, ils ont compris que je leur faisais confiance, que vraiment on a approfondi nos relations.
Je pense qu'eux, ils grandissent aussi avec la société. Et que moi, si de mon côté, j'arrive à faire croître la société en faisant rentrer d'autres gérants ou d'autres collaborateurs clés pour le futur, je pense que tout le monde sera content. Et en tout cas, moi, je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Et je trouve vraiment que ça a redynamisé la société. J'ai une toute petite question avant de passer à Mehdi sur la même question des conseils d'avant. Oui. Tu as donc 2 associés, vous êtes Oui. 3. Oui. Tu parlais au début que justement dans tes changements de rôle, petit à petit, tu t'es un peu retiré de ta société pour aller plus sur d'autres combats, comme notamment IO, qui un peu était le début de ce changement de rôle, on en parlait avant. Comment tes associés voient ça? Comment ils voient un de leurs associés qui, j'imagine que tu ne te désintéresses pas de l'entreprise, mais qui passe peut-être moins de temps pour passer sur d'autres choses, alors qu'eux restent peut-être plus que toi dans l'entreprise? Alors ils le vivent très très bien, parce que de nouveau je leur explique ce que je fais, pourquoi je le fais. Je pense que Kio me permet de développer de nombreuses compétences, et donc de me développer personnellement, et donc forcément que ça a des impacts positifs pour la société, tant en termes de réseau évidemment, potentiellement ça peut m'amener des nouveaux clients aussi, étant donné que voilà, il y a 18 000 membres, côté international, bah, là aussi, ça reste toujours des prospects potentiels. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, vraiment, ils sont très contents quand je partage avec eux les différentes choses que j'apprends à travers IO. Et donc, leur feedback est top par rapport à ça. Et toi, Mehdi, des conseils pour des entrepreneurs qui auraient de la peine à faire ce changement de rôle qui veut dire croissance? Parce que finalement, on est là, on ne peut pas croître sans changer de rôle, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Alors, même si dans IO, on n'aime pas trop donner de conseils, mais plutôt du partage d'expérience, je crois que j'en ai quand même un à donner. C'est qu'au final, on peut se tromper. Ça veut dire qu'on va faire quelque chose, on va tester de faire autre chose, c'est peut-être pas là où on est naturellement bon, et on peut revenir en arrière. L'essentiel, c'est d'essayer, parce qu'on ne sait jamais là où on peut trouver une zone de génie. Donc, peut-être pas se mettre trop de pression. On a le droit de se tromper, de faire quelque chose. On se rend compte après 1, 2, 3 fois qu'on le fait que, au fait, la personne d'à côté, elle serait bien meilleure, et on switch. Il n'y a rien qui est dans le marbre quand on est entrepreneur, et ça paraît peut-être un peu bateau, mais je crois des fois, on se met un peu trop de pression. Ouais. En fait, on se trompe très souvent, et puis c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ouais. Faut pas en faire tout un fromage. Je trouve, ouais. Merci beaucoup pour votre participation à ce premier épisode de Entrepreneurs Holistiques, le podcast de IO Suisse Romande, sur différents thèmes qu'on a envie de mettre en avant, des thèmes qui sont en lien avec la vie d'entrepreneur. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet du jour, je peux vous conseiller The Practice of Management de Peter Drucker, qui est une référence sur le management et l'adaptation des rôles au sein de l'entreprise. Good to Great de Jim Collins, qui explore comment les entreprises passent de la moyenne à l'excellence avec des insights sur le rôle des leaders. Leading Change de John Kotter, un guide essentiel sur la gestion du changement particulièrement pertinent pour les entrepreneurs. The Lean Startup de Eric Ries, une guide pratique pour les entrepreneurs cherchant à innover et à s'adapter rapidement au changement. Et finalement, The E-Myth Revisited, qu'on a cité 2-3 fois dans le podcast, par Michael Gerber, qui explore pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et comment éviter ces pièges. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci Arnaud. À bientôt. Merci Arnaud.